Si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que j'aime raconter l'histoire de joueurs qui ont malheureusement sombré après avoir éclaboussé la NBA de leur talent. Dans la longue histoire de ce sport, on a vu ce scénario des dizaines de fois, et dans ce cas-là, on ne peut juste qu'imaginer ce qu'aurait pu devenir le joueur sans ses blessures. Derrick Rose, Penny Hardaway, l'ascension au plus haut niveau est parfois très rapide, mais la chute tout aussi brutale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un joueur qui a fait les beaux jours de Portland pendant 4 saisons, avant de définitivement abandonner l'espoir de pouvoir rejouer. Presque 8 ans après ces derniers matchs, toujours autant de questions subsistent sans réponse. N'avions-nous pas devant nous l'un des meilleurs joueurs en devenir de toute la NBA? Le débat est clairement ouvert, et pour ceux qui ne connaissent pas la carrière de ce joueur, je vais vous présenter l'histoire de Monsieur Brandon Roy. La genèse de toute cette histoire commence à Seattle en 1984. C'est là-bas que naît le jeune Brandon. Passionné de basket dès son plus jeune âge, celui que l'on surnomme B-Roy commence tout doucement à faire parler de lui en sortie du lycée. Il est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs prospects du pays, et il lui faudra mûre réflexion pour décider de ne pas se présenter à la draft 2002. Même si on peut se dire que le premier tour aurait été assez compliqué à atteindre, nombreux sont ceux qui évoquent une sélection possible vers les places 35 à 40. Crois-moi mon gars, tu as bien fait d'attendre. Issu d'une famille modeste, aucune personne n'a pu se rendre à l'université jusqu'à présent, et malgré tout son talent basketballistique, les notes comptent et Brandon devra s'y reprendre à plusieurs fois pour réussir l'examen d'entrée en NCAA. Son choix se portera donc sur l'université de Washington. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur Isaiah Thomas, que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait, c'est exactement le même endroit que les deux joueurs ont fréquenté. La montée en puissance pour Roy est extraordinaire. Lui qui a pris le pari de passer par la case college va devenir l'un des joueurs les plus incroyables des Huskies de Washington. Accompagné par une autre future star NBA, Nate Robinson, les deux acolytes vont emmener leur école parmi les 16 meilleures équipes du pays au tournoi NCAA. Même si les deux seront séparés au terme de l'année 2005, Brandon poursuit son cursus et prend ses responsabilités en accomplissant une saison phénoménale. Ses quelques 20 points, 4 passes et quasiment 6 rebonds de moyenne révèlent un athlète très sérieux avec une très bonne adresse au shoot. Il n'en faut pas plus aux dirigeants des Blazers pour être conquis par le garçon. Par le biais d'un petit trade, Portland réussit donc à le sélectionner à la 6ème position de la draft 2006. L'échange à 3 équipes permet à Boston de récupérer Sebastian Telfair, Theo Ratliff et un second choix de draft. Minnesota obtient uniquement le pick numéro 7 Randy Foye, et Portland se retrouve donc avec Dan Dickau, Ralph LaFrentz et Brandon Roy. Alors comment dire ? À part B-Roy, on a le droit à une ribambelle de joueurs très moyens qui n'ont jamais tellement percé dans la ligue. Annoncé comme un énorme crack au lycée, Telfair va totalement passer incognito et séjourne désormais en prison pour possession d'armes illégales. Theo Ratliff effectuera seulement 2 petits matchs avec Boston, et Dickau ou LaFrentz seront à la retraite 2 ans plus tard. Randy Foye sera celui qui s'en sortira le mieux, mais pareil, avec 7 franchises visitées en 10 ans, il n'aura jamais fait l'unanimité. Bref, revenons sur notre sujet. Brandon Roy commence sa carrière tout en douceur avec 20 points inscrits contre l'équipe de sa ville natale, Seattle. Déjà, monsieur pose les bases. Malheureusement, quelques jours après le début de la saison, il est écarté pour un problème au talon gauche et loupera 20 des 25 premiers matchs pour son équipe. Ouais, on a connu mieux comme début pour un rookie. Seulement voilà, Brandon a faim, très faim, et personne ne peut l'empêcher de manger tous ceux qui se trouvent sur son passage. Son retour dévoile un joueur très talentueux et un scoreur naturellement élégant qui frôle avec le triple-double à peine 3 jours après son retour. C'est là que la NBA fait connaissance avec B-Roy. Fort de 4 ans à l'université, il connaît parfaitement ses forces et ses faiblesses
Et alors que la plupart des joueurs draftés ont besoin d'un peu de temps pour se développer et apprendre à s'habituer au rythme de la NBA, lui est déjà prêt à se frotter aux meilleurs joueurs de la ligue. Certains rookies ont du mal en arrivant et ont des difficultés à finir sous le cercle ou être réguliers avec leur jump shot, mais avec certitude, on peut dire que Brandon Roy maîtrisait une bonne partie de ces aspects du jeu. Les grosses performances s'enchaînent pour lui, mais Portland n'arrive tout de même pas à faire mieux qu'une 12e place de la conférence Ouest. Bon, franchement, on reste quand même avec 11 victoires de plus que la saison précédente sous Nate McMillan, et Roy se sent déjà au Rose Garden, comme dans son propre jardin. Absolument personne n'a pu louper la saison exceptionnelle qu'il a réalisée en 2006-2007, et évidemment il est nommé Rookie de l'année de manière quasi unanime. Je dis bien quasi car un journaliste un peu trop éméché a apparemment voulu voir Andrea Bargnani soulever le trophée. Et pourtant mon coco, toutes ces statistiques sont en dessous de celles de B-Roy. Dommage pour lui, à cette époque, seuls David Robinson et Ralph Sampson avaient eu la chance de réaliser cette prouesse. Le numéro 7 des Blazers poursuit sur sa lancée lors de son année sophomore, et la grâce avec laquelle il joue rend tous ses matchs tellement agréables à regarder. Tout paraît presque trop facile pour lui tant ses fondamentaux sont particulièrement bien maîtrisés. Et on a l'impression d'observer un véritable musicien qui lit sa partition. On ne note pas particulièrement de performances qui crèvent l'écran, mais Brandon prône la constance, et il inscrira sa vingtaine de points pas moins de 41 fois durant l'exercice 2007-2008. Ses statistiques augmentent drastiquement, et le début de la saison est presque parfait pour Portland avec par exemple une série de 13 victoires d'affilée en décembre. Pour la première fois de sa jeune carrière, Brandon Roy devient All-Star. Malgré une saison en 41-41, toujours pas de playoff pour les Blazers qui doivent composer avec une conférence Ouest ultra compétitive qui ne laisse aucune chance d'accéder en post-season à moins de 50 victoires. Néanmoins, ces énormes progrès et ceux de l'équipe semblent montrer que le meilleur reste à venir pour les hommes de l'Oregon. Et 2008-2009 confirme tout ce qu'on a pu voir l'année précédente. Sans le savoir, on assiste à la meilleure saison de la carrière de Brandon Roy avec toutes ses lignes statistiques et sa réussite en hausse par rapport aux 2 années précédentes. Le joueur est juste indéfendable et on découvre une facette de son jeu qu'il n'avait peu ou pas montré jusqu'à présent. Le garçon est clutch et même plus que ça. Pour illustrer mon propos, quoi de mieux que de vous montrer ce match de début de saison. Nous sommes le 6 novembre 2008. Dans une rencontre qui oppose les Blazers aux Rockets de Houston, le score se retrouve à 96 partout. Avec un tout petit peu moins de 10 secondes sur l'horloge, B-Roy remonte la gonfle de l'autre côté du terrain et sur un dribble assassin suivi d'un turnaround jumper, il donne 2 points d'avance aux siens. Oui, Portland reste devant, mais on sait aussi que 1,9 secondes c'est très long au basket et aussi suffisant pour inscrire un panier. Brandon sait d'où vient le danger. Il sent le jeu, mais provoquera une faute désastreuse sur Yao Ming, qui score sur la remise en jeu d'un tir magistral. N1, 0,8 secondes restantes. Là où beaucoup auraient baissé les bras après cette erreur, Brandon est le genre de joueur qui prend ses responsabilités quand il faut être décisif. Et dans ce moment clutch, ficelle. Pour ceux qui ont eu comme un air de déjà vu, ouais, je vous comprends totalement. Notre ami a dû inspirer Damian Lillard en 2014 avec un buzzer qui est le copier-coller de celui-ci. 0,9 secondes à jouer dans un match contre Houston, score quasi identique, même spot, même résultat. Roy devient pour la 2e fois All-Star, et plus que jamais il est le chouchou du Rose Garden. 12 performances à plus de 30 points et un carrière high légendaire dans un match irrespirable face à Phoenix. 52 points inscrits sans avoir concédé une seule perte de balle de tout le match, 5 sur 7 de loin, 19 sur 21 au lancer, 52% global. Prodigieux, tout simplement. Les Trailblazers finissent donc à la 3e place de la conférence Ouest, sans pour autant pouvoir rivaliser avec Denver ou les Lakers.
Le palier de 50 victoires est largement atteint pour une franchise qui n'avait pas eu un bilan aussi élevé depuis 99-2000, où ils avaient atteint la finale de conférence. Le sort sera bien différent cette fois-ci, où le duo avec LaMarcus Aldridge ne sera pas suffisant pour stopper leurs copains les Rockets. 6 rencontres dominées par B-Roy, qui sera incapable de tirer son équipe vers le haut, malgré 26,7 points de moyenne dans cette série. Dans la continuité de son incroyable ascension, le management de Portland n'hésite pas une seule seconde et lui offre un contrat max. 5 ans et 82 millions de dollars garantis pour lui. Je vous rassure tout de suite, à l'époque, personne ne crie au scandale, et le joueur donne totalement raison à la franchise en repartant sur les mêmes bases que la saison précédente. Même s'il voit sa saison hachée par quelques blessures, presque 22 points, 4 rebonds et 5 passes viennent lui accorder le titre de All-Star pour la 3e fois en tout juste 4 ans. Juste pour vous montrer à quel point il fait peur à l'époque, je veux vous faire écouter Kobe Bryant ou Ron Artest lorsqu'il parle à son sujet. High IQ basketball player, understands his size, understands his pace and tempo. I mean, he's ahead of his time. Roy's probably the best player I've played against. To me, he's the best shooting guard. He's a better player than Kobe Bryant, a better player than LeBron James. He's the best player I've played against. Les bases d'une carrière comme celle-ci annoncent que Portland tient en lui une superstar qui fera automatiquement de l'équipe un outsider potentiel pour le titre pendant de nombreuses années. Malheureusement, le sacre ne sera vraisemblablement pas obtenu cette saison. Les Suns de Nash, Stoudemire et Jason Richardson ne leur laisseront pas beaucoup plus d'espoir que lors des playoffs précédents, avec encore une fois seulement 6 matchs disputés entre les deux équipes. Brandon ne participera qu'à 3 d'entre eux à cause d'une légère déchirure au genou droit, subie une semaine seulement avant de débuter la série. Son effroyable 4/16 lors du match final sera la première fois qu'il choque autant sur une rencontre de playoff. Le dernier virage de sa carrière débute ici pour Brandon Roy. Le début de cet exercice 2010-2011 part pourtant sur des bases plus que correctes, avec encore une fois un joueur présent au scoring qui porte une équipe un poil plus fébrile que l'année passée. L'objectif reste évidemment les playoffs pour les joueurs de l'Oregon, qui dépassent la barre symbolique des 50 victoires depuis maintenant 2 saisons. Avec 2 échecs de suite au premier tour, un cap doit être franchi, et B-Roy doit être le patron sur le parquet. Malheureusement, on va très vite se rendre compte que le scénario de cette saison va être cauchemardesque. On savait depuis le lycée que les genoux étaient sujets à problème et la blessure d'avril dernier n'a fait qu'augmenter le débat sur son état de santé. À la différence des autres joueurs qui peuvent souffrir d'une partie de leur corps, ici c'est bel et bien les 2 genoux qui sont touchés. Une autre opération le tiendra écarté des terrains pendant plus de 2 mois et les médecins restent très pessimistes quant à un retour avec le même niveau qu'il a pu avoir. Et oui, cette hypothèse va se confirmer petit à petit. Macmillan se retrouve contraint de limiter les apparitions de Brandon sur le terrain. Statistiquement, on assiste sans débat possible à sa pire saison avec seulement 12 points, 3 rebonds et 3 passes de moyenne. Et encore, je vous assure que j'arrondis. La saison sera finie la plupart du temps sur le banc pour lui, qui ne dépassera les 25 minutes de temps de jeu qu'à 5 reprises sur les 23 matchs disputés après son opération. Mais vous savez, la NBA est magique. Portland réussit tant bien que mal à se qualifier pour les playoffs, et le niveau de jeu de Brandon reste bien en dessous de ses standards habituels. Les Mavs du Grand Dirk se dressent devant eux et l'opposition promet une série ultra disputée dont l'issue va grandement dépendre de la disponibilité de B-Roy. Il est vraiment dans le dur dans ces 2 premières rencontres et n'inscrit que 2 points en 34 minutes de jeu. Le retour à la maison montre un tout autre visage pour les Blazers qui permet d'accrocher le match 3 avec 16 points inscrits par leur numéro 7. On arrive donc le 23 avril 2011. La rencontre numéro 4 se déroule de manière catastrophique et la défaite est inimaginable pour Portland. Car autant dire qu'offrir 3 balles de match à Dallas serait une mission suicide. La défense aux abois autorise pourtant 30 points pour les Mavs dans ce 3e quart-temps,
alors que seuls 37 avaient été inscrits lors de toute la première période. Portland pointe à 23 points de retard à l'aube du 4e quart. Mesdames et messieurs, la légende de Brandon Roy va s'inscrire dans l'histoire de la NBA grâce à ce moment unique. On va assister à l'une des performances les plus impressionnantes de l'histoire sur un seul quart-temps. Chaque possession trouve ses mains et il va délivrer caviar sur caviar et surtout prendre en main le match à lui tout seul. Le métronome nourrit tous ses coéquipiers et quand il faut prendre ses responsabilités, P-Roy en oublie les blessures, les moments de galère et fait ressortir le joueur incroyable qu'il y a en lui. Le Rose Garden retrouve son héros, la NBA salue une légende qui revient tout droit des enfers et Portland s'empare de la victoire. To the middle for the lead. Yes! The Blazers lead and Rick Carlisle wants time. Unbelievable. Cet épisode restera pourtant le dernier coup d'éclat de Brandon Roy. Son équipe se fera éliminer par Dallas et il annoncera sa retraite en tant que joueur de basket peu avant le début de la saison suivante. Il tentera un comeback un an plus tard, mais ses genoux sont juste trop fragilisés. Et il ne disputera que 5 matchs cette saison-là du côté de Minnesota. L'après-carrière tourne forcément au désastre pour lui qui tombe dans une profonde dépression, incapable de se relever après cet épisode tragique. Et waouh, on atteint un niveau de détresse terrible avec ces déclarations. Il faudra attendre 2016 pour le revoir dans le milieu de la balle orange, au coaching cette fois-ci. Néanmoins, son divorce, puis une balle perdue reçue dans une fusillade viendront définitivement faire plonger au plus bas l'homme qu'il est devenu. Je pense qu'il ne faut pas rester sur cette note triste avec Brandon Roy, mais en tant que fan NBA, nous avons le devoir de rendre hommage à ce joueur génial qu'il était. Un shooter exceptionnel, un gars hors norme qui a redonné ses lettres de noblesse aux Trail Blazers. Oui, Brandon Roy c'est une étoile filante de la NBA comme on en voit peu, qui en simplement 5 saisons passées dans la ligue a permis de montrer que l'on peut marquer l'histoire de son sport sans forcément avoir du succès. Here's Blake to Roy. This is for the